En tant que passager aérien, vous supposez toujours que les pilotes de votre avion prennent des décisions sûres, basées sur les meilleures pratiques de l'industrie ainsi que sur leur propre expérience. Mais que se passe-t-il si ces deux choses commencent à travailler l'une contre l'autre? Le soir du 31 décembre 2020, un équipage d'Air France se préparait à opérer le vol 736 en provenance de Brazzaville, en République du Congo, vers l'aéroport de Charles de Gaulle à Paris. Ils avaient passé leur escale au Congo et étaient maintenant impatients de rentrer chez eux, surtout puisque c'était la veille du Nouvel An, mais aussi parce que les conditions au Congo étaient encore un peu compliquées en ce qui concerne la pandémie de coronavirus 19 en cours et aussi en raison de la violence généralisée dans certaines parties du pays qui avait conduit plusieurs pays à imposer des restrictions de voyage là-bas. Ce fait était probablement dans l'esprit des pilotes alors qu'ils passaient en revue leurs documents de planification avant le vol. Ils avaient plusieurs alternatives disponibles le long de la route, mais préféreraient certainement ne pas les utiliser. L'heureuse nouvelle était que la météo semblait clémente pour la saison, tant à l'aéroport de départ que le long du trajet et à destination. Alors qu'ils examinaient les notes et les documents fournis pour souligner toute insuffisance dans les aéroports qu'ils pourraient utiliser, cela semblait également raisonnablement bon. Il y avait, comme toujours, quelques points mineurs soulignés, mais ceux-ci étaient principalement axés sur les alternatives en route et comme je l'ai mentionné, les pilotes n'avaient aucune intention de visiter l'un d'eux s'ils pouvaient l'éviter. Le temps de vol était prévu pour être assez long sur ce vol, donc l'équipage de vol avait également été augmenté avec un pilote supplémentaire pour permettre un peu de repos en vol pour eux en cours de route. Après la planification pré-vol, les 3 pilotes ont décidé de prendre 45,5 tonnes de carburant, puis ont informé l'équipage de cabine des détails du vol. Comme je l'ai mentionné précédemment, ce vol a eu lieu pendant la pandémie, donc il n'y avait que 136 passagers réservés. Et cela signifiait probablement que les 8 membres de l'équipage de cabine s'attendaient à un vol assez détendu vers Paris. Il est également important de mentionner ici que parmi ces passagers, il y avait 2 techniciens de maintenance d'Air France qui rentraient chez eux pour les vacances. Malgré l'absence de temps significatif prévu sur la route et rien d'inhabituel, les pilotes ont vite terminé leur briefing avec l'équipage de cabine et ensemble, ils ont commencé à se diriger vers l'avion. Le capitaine était un homme très expérimenté de 54 ans avec près de 12 400 heures de vol total enregistrées. Il avait commencé sa carrière dans l'armée avant de rejoindre Air France en 2002 et il avait ensuite obtenu son commandement sur le Boeing en volant pour la filiale de Air France Transavia où il est resté environ 4 ans avant d'être finalement transféré à nouveau à Air France Continental. Et il avait commencé à piloter l'Airbus A330 en tant que capitaine seulement environ 8 mois avant ce vol. Cela signifiait que bien qu'il ait plus de 3800 heures d'expérience totale sur ce type, seulement 80 de ces heures avaient été effectuées en tant que capitaine. Les 2 premiers officiers avec lesquels il allait voler avaient une expérience très similaire à celle du capitaine. Tous 2 avaient commencé dans l'armée et celui qui allait commencer à la place de droite sur ce vol avait 53 ans et une expérience totale de 5656 heures. Cela signifiait qu'il était globalement assez expérimenté, mais seulement 550 de ces heures avaient été volées sur l'Airbus A330. Le pilote de secours, âgé de 54 ans, totalisait 4800 heures de vol. Il était légèrement plus expérimenté sur l'Airbus A330 avec 803 heures, mais en plus de cela, il avait également travaillé comme instructeur de vol synthétique ou instructeur de simulateur sur ce même type pour l'Airbus. Mais dans tous les cas, le plus expérimenté à bord était le chef de cabine principal qui avait 57 ans et avait accumulé un impressionnant total de 16 400 heures sur plusieurs types différents. Et son expérience deviendra très vite évidente. Alors que l'équipage se dirigeait vers la porte, ils pouvaient bientôt voir leur brillant Airbus A330 scintillant sous les lumières de l'aire de stationnement, entouré d'activités de restauration, de bagages et de ravitaillement en carburant. Il avait 18 ans au moment de ce vol et il avait récemment subi une maintenance lourde en Chine où, entre autres choses, les moteurs avaient été retirés puis remontés. Maintenant, pour que cela ait un sens pour vous, et avant de continuer, il est important d'expliquer quelques points ici sur le système de carburant de l'Airbus A330 en général et cette procédure de remontage du moteur en particulier.
Le système de carburant de l'Airbus A330 est complexe. Il est constitué de 2 réservoirs dans chaque aile, d'un réservoir central dans le ventre entre les ailes et d'un réservoir de trim dans le stabilisateur horizontal arrière. À l'intérieur des réservoirs internes de chaque aile, il y a ce qu'on appelle des cellules collectrices, d'où le carburant est aspiré à travers les tuyaux de carburant principaux dans les pylônes, puis dans les moteurs. Cela implique que lors du retrait du moteur, les tuyaux de carburant principaux doivent aussi être déconnectés. Cependant, les composants utilisés pour reconnecter ces tuyaux étaient connus pour être vraiment délicats, difficiles à manipuler et sujets à un mauvais alignement. Plus précisément, une pièce connue sous le nom de bride avait tendance à ne pas être correctement installée avec les autres pièces de connexion, et si cela n'était pas remarqué lorsque le tuyau de carburant était ensuite reconnecté, eh bien alors les boulons utilisés pour s'assurer que les pièces étaient correctement scellées pouvaient être serrés à la valeur de couple correcte, pour ensuite se desserrer complètement lorsque cette bride vibrerait à nouveau en position. Cependant, comme mentionné, c'était un problème connu et Airbus l'avait déjà souligné dans leur manuel d'entretien des avions en 2015. En fait, les brides originales avaient effectivement été remplacées par une version mise à jour, qui était plus petite et plus facile à mettre en place. Mais il n'était pas encore obligatoire de tous les remplacer. Les anciennes brides pouvaient continuer à être utilisées tant qu'elles étaient en stock. Une autre chose qui vaut la peine d'être comprise ici, c'est que puisque cet avion est très grand et que les différents réservoirs de carburant sont situés dans différentes parties de l'avion, il faut aussi pas mal de tuyauterie. Et évidemment, c'est super important de contrôler exactement où se trouve le carburant à tout moment, surtout lors du décollage et de l'atterrissage, car plusieurs tonnes de carburant dans, par exemple, le stabilisateur horizontal auront un grand impact sur le centre de gravité de l'avion. Pour cette raison, l'Airbus A330 est aussi équipé d'un système appelé Computer de contrôle et de surveillance du carburant, ou CCSC. Ce système transfère automatiquement le carburant entre les réservoirs selon la phase de vol et la quantité consommée. Par exemple, le computer de contrôle et de surveillance du carburant commencera un transfert automatique de carburant des réservoirs internes vers le réservoir de compensation dans la queue chaque fois que l'avion monte au-dessus du niveau de vol 255, puis il effectuera un transfert similaire mais inverse pendant la descente. Il transférera également du carburant entre les réservoirs centraux et les réservoirs d'ailes à intervalles réguliers, et tout cela se passe sans intervention du pilote dans des circonstances normales, mais une chose vraiment importante à comprendre ici est que si le pilote, pour une raison quelconque, mettait le commutateur principal du moteur à off pour un moteur à n'importe quel moment, cela fermerait les vannes de carburant alimentant ce moteur effectif, enlevant effectivement complètement le carburant de celui-ci. Souvenez-vous de ça. Dans tous les cas, ce n'était certainement pas quelque chose à quoi ces pilotes pensaient lorsqu'ils arrivaient à l'avion et chargeaient leur sac de pilote dans le cockpit. Pendant la sortie, ils avaient décidé que le premier officier piloterait d'abord et le capitaine le superviserait. Le capitaine serait alors le premier à aller se reposer une fois que l'avion serait bien établi en croisière et le pilote de secours prendrait alors sa place. Nous ignorons maintenant qui a fait le tour. Soit le capitaine, soit le pilote de secours a effectué une vérification, mais rien d'anormal n'a été remarqué. L'avion semblait parfaitement bien de l'extérieur, et c'était également vrai pour le journal technique qui ne montrait aucun défaut technique ouvert. Les pilotes ont donc simplement continué à préparer leur avion pour le départ, pendant que l'équipage de cabine accueillait les passagers à bord, tout fonctionnait comme une horloge, et dès que tout a été fait, le vol 736 d'Air France a demandé à être repoussé et a commencé à rouler pour le départ. Les listes de contrôle ont été complétées selon les procédures standards. À 21h13, le premier officier a avancé les leviers de poussée et l'imposant Airbus A330 a accéléré sur la piste. Mais à l'insu de l'équipage, quelque chose avait maintenant commencé à se passer à l'intérieur du moteur gauche, quelque chose qui allait bientôt rendre leur vie beaucoup plus difficile. Le décollage et la montée initiale ont été effectués sans que les pilotes ne remarquent rien d'anormal et ils ont rapidement reçu leur autorisation pour monter à leur niveau de croisière finale, le niveau de vol 380 ou 38 000 pieds. Maintenant, comme ils n'avaient que 136 passagers à bord, ils étaient assez légers et pouvaient donc monter immédiatement à ce niveau, l'atteignant après seulement environ 35 minutes de vol. Et quand ils... Oh! C'est tellement agaçant.
Après que l'avion ait atteint le niveau de vol 380, le capitaine a commencé ses vérifications de routine en croisière. Le pilote de surveillance remplit habituellement le plan de vol, met à jour les heures de décollage et d'atterrissage et effectue le premier contrôle du carburant. Cette vérification compare la consommation de carburant prévue et réelle en vérifiant le carburant restant dans tous les réservoirs. Et nous effectuons ensuite ces contrôles de carburant chaque fois que nous passons certains points de repère, mais au minimum toutes les 30 minutes pendant le vol. La raison pour laquelle nous effectuons ces contrôles est de nous assurer que nous détectons toute anomalie tôt afin que nous puissions commencer à y faire face. De toute évidence, il est très important de suivre notre consommation de carburant pour nous assurer que nous pouvons atteindre notre destination avec les marges minimales requises disponibles, mais c'est aussi important car toute déviation significative de l'utilisation prévue du carburant pourrait être une indication d'un problème de moteur imminent ou d'une fuite de carburant. Lorsque le capitaine a effectué ce premier contrôle, il a immédiatement remarqué qu'il semblait manquer environ 1,4 tonnes de carburant. Cela n'était évidemment pas bon, mais cela ne le dérangeait pas trop à ce stade. Vous voyez, le contrôle du carburant au sommet de la montée peut être notoirement peu fiable, car l'emplacement du sommet de la montée diffère souvent, en raison de paliers inattendus, de réacheminements et de déviations météorologiques. Mais dans ce cas, ils avaient reçu une montée directe sans aucun problème, donc cela ne devrait pas vraiment être le cas. Le capitaine pensait que la quantité de carburant réelle était peut-être légèrement supérieure si l'avion effectuait un de ces transferts de carburant. Parce que lorsque cela se produit, une grande quantité de carburant peut être cachée à l'intérieur des conduites de carburant pendant qu'il est transféré et déplacé entre les réservoirs. Donc il n'était pas très inquiet. Au lieu de cela, il a informé ses collègues du problème, leur a demandé de surveiller le niveau de carburant, puis est allé se reposer comme prévu. Maintenant, si vous pensez que cela semble un peu étrange que le capitaine ait réagi de cette façon, je serais plutôt d'accord. Une divergence de 1,4 tonnes est assez importante. Et si cela s'avérait réellement être un problème, il serait à ce stade en très bonne position pour simplement faire demi-tour vers Brazzaville afin de faire examiner le problème au lieu de continuer à voler vers le nord. Un Airbus A330 brûle normalement entre 4 à 5 tonnes de carburant par heure, ce qui signifie qu'il manquait maintenant près de 15 minutes de carburant, mais vu sa réaction, je suppose que le capitaine avait probablement déjà vu des chiffres similaires auparavant et avait de bonnes raisons d'être aussi calme qu'il l'était. Comme je l'ai dit, il voulait vraiment rentrer chez eux ce soir. Quoi qu'il en soit, comme il s'est avéré, il ne resterait pas longtemps dans la couchette de l'équipage. Parce que lorsque le capitaine était parti, les 2 premiers officiers ont commencé à examiner la situation du carburant et ils n'aimaient vraiment pas ce qu'ils voyaient. Pour chaque minute qui passait, la différence entre la quantité de carburant qu'ils auraient dû avoir et ce qu'ils avaient réellement augmenté. Mais pour rappeler le capitaine, ils ont probablement estimé qu'ils devaient avoir un très bon argument à présenter. En même temps qu'ils examinaient cela, ils ont également utilisé ce temps pour commencer à examiner la météo pour leurs différentes alternatives en cours de route, ce que je pense être une excellente idée. Vous voyez, plus nous pouvons recueillir d'informations valides, plus la prise de décision sera facile au cas où une déviation devra finalement être effectuée. Mais après environ 20 minutes, le copilote a finalement rappelé le commandant dans le cockpit. À ce stade, ils avaient perdu environ 2,1 tonnes de carburant et un déséquilibre de 400 kg s'était formé entre les réservoirs de gauche et de droite. Ensemble, ces 2 faits indiquaient une possible fuite de carburant sur le moteur gauche, le côté numéro 1, et quelque chose devait maintenant être fait. Ici, tout d'abord, il est important de souligner qu'un avion comme l'Airbus A330 va être capable de gérer un tel déséquilibre. En fait, le déséquilibre pourrait atteindre jusqu'à 2900 kg sans aucune caractéristique de manipulation préjudiciable et même jusqu'à 7500 kg si l'un des réservoirs internes était plein. Pour un déséquilibre de carburant, il existe des procédures spéciales à suivre, incluant le pompage de carburant d'un côté à l'autre. Mais évidemment, nous ne voudrions pas faire cela si une fuite de carburant est suspectée, car la toute dernière chose que nous voulons faire est de pomper du bon carburant à travers un énorme trou béant quelque part. Donc, lorsque le capitaine s'est réinstallé dans le cockpit, il a été informé par ses 2 collègues, et ensemble, ils ont décidé de commencer à passer en revue la liste de contrôles non normales de fuite de carburant de leur manuel de référence rapide ou Quick Reference Handbook.
Maintenant, je sais qu'à ce stade, certains d'entre vous pourraient se demander « Quick Reference Handbook », mais c'est une liste de contrôle sur papier. Je croyais que l'A330 d'Airbus était équipé d'un système électronique Centralized Aircraft Monitor avec des checklists électroniques pour gérer ce type de situation. Et vous auriez 100% raison. Mais le fait est que certains problèmes peuvent en réalité être identifiés plus rapidement par les humains que par les systèmes d'avions eux-mêmes et une fuite de carburant en fait partie. Le Electronic Centralized Aircraft Monitor avait en effet une telle procédure, mais elle ne serait déclenchée que lorsque la situation se serait considérablement aggravée. Pour anticiper cela, l'équipage a préféré utiliser leur contrôle traditionnel sur papier. Mais, comme nous le verrons bientôt, l'utilisation de ces listes de contrôle s'accompagnerait également d'un certain parti pris de l'équipage, ce qui rendrait cet incident beaucoup plus compliqué. La liste de contrôle de la fuite de carburant indiquait en premier point d'atterrir dès que possible, nécessitant une déviation immédiate pour le capitaine. Mais curieusement, le capitaine n'a initialement pas prêté beaucoup d'attention à cette instruction. Comme ils avaient attendu si longtemps pour commencer la liste de contrôle en laissant le capitaine dormir dans la couchette de l'équipage pendant 20 minutes, ils avaient déjà volé suffisamment loin de leur aéroport d'origine pour que ce ne soit plus une option. Ils se trouvaient désormais à environ 402 km nautiques de l'aéroport de Yaoundé au Cameroun et à 836 km nautiques de celui de N'Djamena au Tchad, deux alternatives en route appropriée. Mais l'équipage était légèrement plus familier avec l'aéroport de N'Djamena. Il était maintenant 22h14 et pendant que l'équipage continuait à travailler sur la liste de contrôle, elle leur a bientôt également demandé d'éteindre le moteur du côté associé à la fuite suspectée. Et ici, il est probablement utile d'expliquer un peu ce que cette liste de contrôle essayait d'accomplir. Tout d'abord, la raison pour laquelle elle avait commencé par dire aux pilotes de dévier était parce que l'avion pourrait sinon se retrouver à court de carburant, surtout si la fuite était identifiée au-dessus d'un océan ou d'un désert. Mais surtout, une fuite de carburant peut également représenter un risque d'incendie très significatif selon l'endroit où se trouve la fuite. Un incendie incontrôlable est probablement la pire urgence qui puisse arriver à un avion. Il y avait donc de bonnes raisons pour que cette liste de contrôle priorise une déviation. Deuxièmement, la liste de contrôle a été créée pour guider l'équipage à travers plusieurs étapes conçues pour découvrir où se trouvait réellement la fuite. Et, comme je l'ai expliqué au début, si un moteur était arrêté à l'aide de l'interrupteur principal du moteur, cela isolerait le carburant de ce moteur. Donc, si la fuite s'arrêtait après l'arrêt du moteur suspecté, eh bien, alors la fuite de carburant serait confirmée dans ce moteur et on pourrait le laisser tranquille. Mais si la fuite continuait, eh bien, alors ce moteur pourrait éventuellement être redémarré. Et ici, le biais dont j'ai parlé précédemment est maintenant entré en jeu. Parce que le capitaine et ses deux collègues pensaient que la liste de contrôle papier Quick Reference Handbook était plus un document indicatif et non aussi décisif qu'une instruction similaire provenant d'une liste de contrôle Electronic Centralized Aircraft Monitor. Le capitaine ne voulait pas arrêter le moteur et il estimait que c'était son prérogative de décider de cela, pas les listes de contrôle. Et en plus de cela, ses collègues étaient d'accord et ressentaient également une forte hésitation à éteindre un moteur. Ils avaient tous suivi des scénarios de formation dans le simulateur où ils avaient pratiqué des fuites de carburant et dans ces scénarios, la fuite avait toujours été préparée en classe et l'exercice réel avait été très axé sur la préservation du carburant et l'utilisation correcte de la liste de contrôle. Pas du tout sur les complexités d'un scénario réel. L'équipage a évalué la situation et n'a pas constaté de problème avec le niveau de carburant. Il survolait l'Afrique avec plusieurs alternatives à proximité et beaucoup de carburant encore disponible même avec cette fuite apparente. Et les choses ont empiré lorsque le capitaine lisait cette liste de contrôle. Il n'était écrit nulle part que ces étapes étaient également importantes pour éviter un risque d'incendie. Donc une partie de moi comprend en fait pourquoi le capitaine a choisi d'ignorer d'abord l'instruction de dévier immédiatement, puis de fermer le moteur gauche. S'il pensait que cela n'était fait que pour préserver le carburant et pour aucune autre raison, eh bien alors cela avait en fait du sens d'attendre. Rappelez-vous, ils étaient à 38 000 pieds quand cela s'est produit. Et le plafond de service à moteur unique de l'Airbus A330 aurait probablement été plus proche de 26 000 pieds avec ce poids, ce qui signifie qu'ils auraient dû descendre immédiatement avant d'éteindre le moteur gauche, limitant encore plus leurs options.
Alors qu'ils discutèrent de cela, le capitaine a également ajouté « Eh bien, si nous choisissons d'éteindre le moteur, ce sera le début de quelque chose de grand », indiquant que c'était quelque chose qu'il préférerait vraiment éviter, et ces deux premiers officiers semblent initialement être d'accord. Mais ici, je veux rendre une chose très claire. Les listes de contrôle et les procédures qui nous sont données sont écrites d'une certaine manière pour une raison. Ils sont créés par certaines des personnes les plus compétentes et qualifiées que les fabricants d'avions ont pu rassembler, venant de toutes les disciplines imaginables, y compris les pilotes, les ingénieurs, les avocats et les experts en facteurs humains. Ces personnes ont ensuite été assises dans une pièce, sans aucun type de stress, et chargées de trouver la manière la plus sûre de gérer un problème potentiel, en tenant compte de tout ce qui est imaginable, y compris comment leurs conseils affecteront d'autres systèmes, procédures et règles de sécurité, mais aussi de manière cruciale, les leçons tirées des accidents et incidents précédents. C'est en fait la raison pour laquelle nous avons tant de procédures, car lorsque les choses tournent mal, nous, les pilotes, pouvons alors nous appuyer sur cette énorme richesse de connaissances et de prises de décision prêtes à l'emploi, sachant que si nous suivons simplement ces procédures, nous serons couverts dans 99,9% des cas. Cela ne veut pas dire qu'il faut renoncer à utiliser notre cerveau et notre expérience. Au contraire, l'utilisation de ces procédures devrait nous permettre de libérer de la capacité mentale pour prendre les décisions plus globales ou qui doivent être prises, ou pour utiliser notre expérience si les procédures ou les directives ne finissent pas par résoudre le problème. L'Agence européenne de la sécurité aérienne recommande également cela dans leur matériel de guidance. Que le pilote devrait s'adapter lorsqu'il est confronté à des situations où il n'existe aucune directive ou procédure. Mais ici, chose intéressante, Air France avait décidé d'interpréter cette directive à sa manière. Dans leur manuel, ils avaient plutôt écrit que les pilotes devraient improviser face à l'imprévisible pour obtenir le résultat le plus sûr. Voyez-vous la petite différence? L'Agence européenne de la sécurité aérienne a dit à ses pilotes de s'adapter après avoir utilisé toutes les procédures, tandis qu'Air France a dit à ses pilotes d'improviser face à des problèmes imprévus. Il a été découvert plus tard qu'Air France pourrait encourager ses pilotes à être un peu trop enclins à improviser en dehors des procédures établies et que cela pourrait conduire au genre de circonstances que nous sommes sur le point de voir. Dans tous les cas, je suis assez sûr que si cet équipage avait pu voir ce qui se passait réellement à l'intérieur de leur moteur gauche, ils auraient été beaucoup plus enclins à suivre la liste de contrôle. Comme certains l'ont sûrement deviné, la conduite principale de carburant n'avait pas été correctement installée suite à la dernière révision moteur de l'avion. Mais elle était restée relativement serrée pour les 6 vols précédents avant ce vol, jusqu'à ce moment où la bride avait probablement chuté en position, provoquant le desserrage des boulons qui la maintenaient, ce qui a alors permis au carburant fortement pressurisé de commencer à gicler à travers la connexion. Il y avait maintenant un drain monté autour de la connexion qui était censé dévier de petites quantités de fuite loin du moteur en dessous et à travers un mât de drain, mais il n'était pas dimensionné pour faire face à l'énorme quantité de carburant qui giclait maintenant, et cela signifiait que ce carburant a commencé à s'écouler sur les composants du moteur en dessous, qui étaient de plusieurs centaines de degrés chauds. Ainsi, la partie carburant et chaleur du triangle du feu était donc complète. La seule chose qui était maintenant nécessaire était la bonne quantité d'oxygène pour rendre le mélange de carburant parfait pour la combustion et un incendie potentiellement catastrophique. Mais dans le cockpit, l'avion continuait de se diriger vers le nord à la même altitude. Le capitaine avait maintenant demandé aux 2 techniciens de maintenance de les rejoindre dans le cockpit et, avec le pilote de secours, ils étaient maintenant retournés au-dessus de l'aile pour essayer de voir s'ils pouvaient identifier visuellement la fuite. Malheureusement, c'était noir dehors, ils ne pouvaient donc rien voir. Pendant que l'équipage était à l'arrière, le capitaine a rassemblé les dernières données météo pour Yaoundé, Libreville et Yamena, qui semblaient correctes. Dès le retour du copilote, ils ont utilisé le modèle de prise de décision Fordec pour déterminer les actions à entreprendre. Fordec est similaire à PIOSI de mon entreprise, dont je parle dans mes cours de leadership, et c'est un acronyme utilisé pour donner une structure à la prise de décision. Il signifie collecte d'informations factuelles, options disponibles, risque, prendre une décision, exécuter la décision et contrôle ou évaluation du progrès.
C'est une excellente façon de gérer exactement ce type de situation complexe où il y a de nombreuses options possibles à choisir. Mais le problème ici est que ce type de modèle suppose que toutes les listes de contrôle non normales applicables ont été correctement complétées avant le démarrage de ce modèle. Si ce n'est pas le cas, alors les informations factuelles, la première partie de FORDEC, ne peuvent pas être complétées avec précision car tous les faits ne sont pas corrects. Si la liste de contrôle de fuite de carburant avait été complétée, il volerait déjà avec un moteur à basse altitude, la fuite résolue. Puisque la liste de contrôle avait indiqué d'atterrir dès que possible, il devrait déjà vérifier à nouveau les avis aux missions aériennes et la météo pour l'aéroport de Jondé, le plus proche alternatif qui disposait également d'une piste d'atterrissage de 3400 mètres de long. Mais ici, comme le capitaine passait en revue leurs clés, il a analysé les différentes options et risques tels qu'il les voyait et a conclu qu'ils avaient effectivement une fuite de carburant, mais qu'ils avaient également assez de carburant pour choisir une option de déviation qu'ils souhaitaient. Et le plus grand risque, à son avis, n'était pas la fuite, mais plutôt qu'ils devraient finir par arrêter un moteur et dévier avec un seul moteur. Il était maintenant 22h26, 12 minutes après le début de la procédure de fuite de carburant, et l'avion se dirigeait toujours plein nord le long de la route. Les pilotes ont commencé à discuter s'ils devaient dévier vers Yaoundé ou N'Djamena, et tous les trois pensaient que N'Djamena avait de meilleures installations. Cela incluait une présence militaire près de l'aéroport, jugée bénéfique pour la sécurité. Gardez à l'esprit que ces étaient des temps très compliqués dans la région qu'ils survolaient. Mais il ne faisait aucun doute que Yaoundé était plus proche et avait également un temps raisonnablement bon avec une belle approche instrument landing system et une longue et belle piste disponible pour eux. Maintenant, le capitaine a souligné qu'il n'avait pas encore terminé le pont avant et qu'il pouvait donc continuer à se diriger vers le nord pendant qu'il terminait cela, et cela les rapprocherait de N'Djamena de toute façon, poussant essentiellement son propre agenda. Encore une fois, s'ils avaient compris l'énorme risque d'incendie auquel ils étaient confrontés, ils auraient probablement agi différemment ici, mais ce n'était pas le cas. À 22h32, l'équipage a contacté le centre de contrôle des opérations d'Air France, informant de la situation et qu'ils débattaient encore de l'alternative à utiliser, et ils ont également indiqué qu'ils pensaient que peut-être N'Djamena était plus approprié d'un point de vue opérationnel. Le contrôleur des opérations est rapidement revenu et leur a dit que de leur côté, rien ne les empêchait de dévier vers N'Djamena. Et donc, la décision a été prise en tout point. Mais encore une fois, si FORDEC avait été correctement effectué ici, ils auraient remarqué qu'il y avait en réalité plus à cette décision qu'ils n'avaient pensé jusqu'à présent, mais nous y reviendrons bientôt. Dans tous les cas, le capitaine a également souligné qu'ils avaient perdu tellement de carburant qu'ils ne pourraient plus continuer vers Paris, montrant que cela avait au moins pendant une seconde semblé possible dans sa tête, mais que cela avait maintenant heureusement disparu. Il a maintenant appelé le chef de cabine dans le cockpit et informé l'équipage de la situation. Ici, quelque chose de vraiment intéressant s'est produit. Lorsque le chef de cabine est arrivé, le capitaine l'a informé de la fuite de carburant et lui a dit qu'aucune préparation spéciale de la cabine n'était nécessaire, car il prévoyait un atterrissage normal à N'Djamena. Mais lorsque le chef de cabine a quitté le cockpit, elle a tiré ses propres conclusions des propos du capitaine et a décidé de préparer malgré tout la cabine pour une éventuelle évacuation. C'est exactement le genre de réflexion hors du commun qui caractérise une personne avec beaucoup d'expérience. Elle savait qu'elle avait un peu de temps supplémentaire avant l'atterrissage et a décidé d'utiliser ce temps pour au moins être préparée si cette fuite de carburant se transformait en quelque chose de bien pire. Et si ce n'était pas le cas, aucun réel dommage n'a été causé. Du bon boulot. Comme l'avion s'éloignait de plus en plus vers le nord, ils ont rapidement dépassé le point de temps égal entre Yaoundé et N'Djamena, donc N'Djamena était maintenant à la fois l'alternative la plus proche et la plus préférée pour l'équipage. Le capitaine a continué à exprimer son opinion selon laquelle il devrait garder les deux moteurs en marche aussi longtemps que possible et qu'il ne devrait envisager d'éteindre le moteur gauche que si la quantité de carburant dans le réservoir associé descendait en dessous de 5000 kg. La raison en était d'éviter toute coupure imprévue soudaine due à une pénurie de carburant en finale courte, par exemple. Il a ensuite conclu la discussion à 4 ponts par une décision formelle de dévier vers N'Djamena et a ancré cette décision avec ses 2 collègues. Mais je ne suis pas sûr que vous ayez relevé un petit mais intéressant thème dans la prise de décision de cet équipage jusqu'à présent. Vous voyez,
L'idée derrière Fordec ou tout autre modèle similaire est d'essayer de faciliter les meilleures décisions possibles en fonction des contributions de chacun, de leur expérience et des faits disponibles. Mais cette discussion avait jusqu'à présent été très largement dirigée par le capitaine qui avait posé les questions puis fourni les réponses. Les deux autres pilotes avaient volontiers accepté son raisonnement, qui semblait en effet très logique et bien réfléchi, mais ce n'est pas vraiment le point. Lorsque j'enseigne aux gens comment utiliser notre modèle de prise de décision, puis aussi je dis toujours au leader du groupe de laisser la personne la moins expérimentée dans la pièce partager ses opinions en premier. De cette façon, ils peuvent décrire comment ils perçoivent la menace, et cela leur permet de former leur propre opinion sans être influencés par le biais qui peut résulter du fait d'entendre parler en premier quelqu'un avec plus d'expérience. Maintenant, cela ne signifie pas qu'ils trouveront toujours les meilleures réponses, mais pas si rarement. Ils apporteront en fait quelque chose que le reste du groupe n'avait pas envisagé, et cela peut avoir un effet profond sur le reste de la discussion. Si nous prenons cette situation comme un exemple, le capitaine a très clairement exprimé son opinion sur le fait de ne pas vouloir dévier immédiatement ou arrêter le moteur, et les deux premiers officiers étaient d'accord. Mais il aurait été intéressant d'entendre ce que le pilote de secours, un ancien instructeur de simulateur sur l'Airbus A330, aurait dit s'il avait pu parler en premier. Le capitaine a contacté le contrôleur de la zone de N'Djamena pour l'informer de la situation. Ils ont également déclaré un Mayday et demandé une déviation vers l'aéroport de N'Djamena, ce qui a été immédiatement facilité par le contrôleur. L'avion a commencé à descendre et, juste au moment où ils l'ont fait, un message Electronic Centralized Aircraft Monitor disant « Carburant F utilisé, frais à bord en désaccord » est apparu devant les pilotes. Cela signifiait que maintenant même les systèmes internes de l'avion avaient identifié une fuite de carburant et avaient donc demandé à l'équipage de compléter la procédure interne Electronic Centralized Aircraft Monitor de fuite de carburant. Rappelez-vous quand j'ai mentionné que les pilotes trouvaient la checklist Quick Reference Handbook plus flexible en termes de conseils par rapport à la checklist Electronic Centralized Aircraft Monitor. Eh bien, étant donné cela, vous penseriez que lorsque l'équipage a maintenant été spécifiquement informé de faire la même chose, à savoir éteindre le moteur affecté par l'Electronic Centralized Aircraft Monitor, il le ferait. Mais curieusement, cela ne s'est pas produit. Au lieu de cela, le capitaine a simplement supprimé la page Electronic Centralized Aircraft Monitor. Et comme un nouveau message de statut n'est pas apparu, il a pris cela comme une confirmation que la procédure avait déjà été complétée suite à la liste de contrôle d'évaluation quantitative des risques. Et c'est drôle à quel point l'auto-renforcement peut être puissant. Mais maintenant, le pilote de secours a finalement brillé et voulait confirmer quand le moteur numéro 1 allait réellement être arrêté juste pour qu'ils soient tous d'accord. Le fait qu'il ait fait cela indiquerait qu'il était au moins un peu mal à l'aise avec le fait que le moteur tournait toujours. Mais encore une fois, le capitaine a réitéré son point de vue selon lequel il préférait garder le moteur en marche aussi longtemps qu'ils avaient du carburant pour cela, et à ce stade, ils ont également reçu la dernière météo pour N'Djamena, qui indiquait que la piste 05 était en usage avec seulement quelques vents légers au sol. Mais le contrôleur les a également informés que le système d'atterrissage aux instruments, l'approche Instrument Landing System, ne serait pas disponible pour eux. Le capitaine lui a demandé de confirmer cela, et quand il l'a fait, le pilote de secours a pris les commandes et a réalisé qu'il y avait des travaux en cours près du seuil de la piste 05. Non seulement l'instrument Landing System était hors service, mais la piste avait été considérablement raccourcie, réduisant la distance d'atterrissage à seulement 2410 mètres. Le pilote de secours a effectué un calcul qui indiquait qu'il serait toujours en mesure d'atterrir sur la piste 05, même sans l'utilisation de réacteurs inversés, que la checklist d'évaluation quantitative des risques leur avait interdit d'utiliser. Mais il a également souligné que l'approche résonance magnétique protonique, basée sur le Global Positioning System que l'équipage prévoyait maintenant d'utiliser, pourrait potentiellement leur causer de sérieux problèmes. Vous voyez, l'approche résonance magnétique protonique a été construite avec le seuil original en tête, et puisque le nouveau seuil d'atterrissage serait plus de 400 mètres plus loin. Cela signifiait que s'ils volaient cette approche, ils pourraient devoir ajuster leur angle d'approche assez brusquement une fois qu'ils auraient percé les nuages et pourraient voir la piste. Le pilote de secours a dit qu'il avait fait quelque chose de très similaire dans un autre aéroport quelques mois plus tôt et que cela avait été très inconfortable. Il a donc suggéré qu'ils devraient plutôt utiliser la piste 23.
Le capitaine a pris cela en considération, et comme le vent au sol était assez léger, il a accepté qu'il devrait changer et atterrir sur la piste 23, avec un léger vent arrière à la place. Ce sont précisément le genre de choses et de problèmes auxquels vous pourriez vous retrouver confronté si vous ne prenez pas le temps de rassembler correctement tous les faits pendant que vous dirigez le pont avant ou si vous laissez vos préférences personnelles entraver la prise de décision objective. S'ils avaient pris le temps de lire les avis aux missions aériennes avant de décider de N'Djamena comme leur alternative, cela aurait probablement changé d'avis. Mais cela dit, il est également évident ici que ce capitaine a réellement écouté et apprécié les opinions de ses collègues. C'est pourquoi il a décidé de changer pour la piste opposée lorsque le pilote de secours l'a suggéré. Maintenant, malheureusement, la piste 23 avait un autre problème plus caché, quelque chose qui était en fait souligné dans le manuel de route d'Air France, et c'était une tendance à un très fort vent arrière lors de l'approche pendant cette période de l'année, et cela pourrait se produire même lorsque les vents au sol étaient signalés comme très légers. Le capitaine a mentionné cela comme une menace possible, sans préciser à quel point cela serait réellement menaçant. Au lieu de cela, il a commencé à parler de la phase de taxi et qu'il voulait garder le moteur gauche en marche jusqu'à ce qu'ils aient quitté la piste. Pendant la descente, le capitaine a repris les commandes pour que le premier officier puisse commencer le briefing d'approche. Et pendant que le premier officier se préparait pour cela, l'un des ingénieurs de maintenance est revenu dans le cockpit et a informé le capitaine qu'il y avait maintenant une traînée visible de carburant qui coulait sous le capot de la buse d'échappement du moteur numéro 1. Le capitaine l'a remercié pour l'information, mais a dit que cela ne changerait pas leur plan, montrant à nouveau qu'il n'appréciait pas pleinement le danger de cette fuite de carburant qui était maintenant confirmée comme provenant du moteur. Alors, pourquoi est-ce que je continue à parler de ça ? Eh bien, il y a eu des cas précédents où des fuites de carburant ont été ignorées, ce qui a conduit à des incendies en vol. En mai 2013, un Airbus A319 a subi une fuite de carburant du moteur après le départ d'un aéroport au Royaume-Uni, et l'équipage a identifié la fuite, mais a ensuite décidé de ne pas arrêter le moteur. Et lorsqu'ils ont commencé à approcher de Heathrow, ils ont également commencé à déployer les volets, et cela a provoqué un changement dans le flux d'air autour du moteur qui a permis au mélange de carburant de devenir juste correct et un feu violent s'est allumé. Dans ce cas, l'équipage a réagi en suivant la liste de contrôle en cas d'incendie du moteur et a arrêté le moteur, ce que ce capitaine avait également dit qu'il ferait en cas d'incendie, mais ils n'ont pas réussi à le maîtriser avant d'avoir atterri avec succès et que les pompiers puissent l'éteindre. Il y a eu également de nombreux autres exemples, donc le point que je veux souligner ici est que la probabilité d'un incendie provoqué par une fuite de carburant augmente beaucoup lorsque l'avion descend et commence à se configurer. En gros, tout changement dans le flux d'air à l'intérieur du moteur ou autour de la fuite peut suffire à déclencher un incendie et c'était en fait la raison pour laquelle il n'était pas autorisé à utiliser les inverseurs de poussée avec la fuite de carburant. Le premier officier a revu son briefing d'approche. Ensuite, les pilotes ont discuté de leur perception des menaces liées à l'approche. Le premier officier a souligné que, selon lui, la plus grande menace était un possible incendie au sol, montrant que le risque d'un incendie lié à une fuite était définitivement dans son esprit. Mais encore une fois, le capitaine a renforcé que sa plus grande menace était qu'il devrait arrêter un moteur pendant l'approche et que cela pourrait conduire à un tour de piste à un seul moteur et éventuellement à une attente supplémentaire. Après cela, il a dit que c'était au premier officier, le pilote en vol, de décider s'il voulait arrêter le moteur avant l'approche. Mais il a ensuite rapidement réaffirmé leur décision de garder le moteur en marche. Encore une fois, posant une sorte de question, puis y répondant lui-même. Le pilote de secours a rappelé à l'équipage qu'il ne pouvait pas utiliser les inverseurs après l'atterrissage. Le premier officier lui a demandé de le lui rappeler au cas où il oublierait. Le capitaine a suggéré qu'au pire, il suffirait de passer en inverseur au ralenti, ce qui n'équivaut même pas à une poussée inverse. Le pilote de secours était d'accord avec cette proposition. Mais cela a juste montré à nouveau qu'il ne comprenait vraiment pas pourquoi la procédure était écrite de cette façon. Activer les inverseurs, même en marche arrière sans utiliser beaucoup de poussée inverse, modifierait toujours le flux d'air à l'intérieur du moteur et augmenterait donc la probabilité qu'un incendie se déclenche. Mais je dois dire que cela aurait certainement pu être mieux expliqué dans la liste de contrôle. Ils se rapprochaient maintenant de l'aéroport et ont donc commencé à préparer l'avion pour l'approche.
Pendant ce temps, ils ont été transférés au contrôleur d'approche de N'Djamena et à 23h18, un autre avertissement Electronic Centralized Aircraft Monitor est apparu pour un déséquilibre de carburant. L'équipage a dû à nouveau consulter la liste de contrôle de fuite de carburant et stopper le moteur numéro 1. Cette fois, le capitaine a examiné les points d'action, mais a encore remis en question le danger de laisser leur moteur allumé. Ici, il a également dit que la liste de contrôle ne lui disait pas spécifiquement de l'éteindre, même si c'est exactement ce qu'elle faisait, et il a également souligné qu'il n'y avait aucune mention de feu là-dedans. Maintenant, c'était correct, mais ce commentaire indique qu'il a peut-être commencé à avoir des doutes sur ce qui se passait. À ce stade, le pilote de secours a également pris la parole et a dit qu'il ne pensait pas que l'arrêt du moteur était une si mauvaise idée. Mais il a rapidement ajouté que ce n'était pas une mauvaise idée de le laisser tourner pour le moment non plus, puisqu'ils étaient en l'air et qu'il n'y avait pas d'urgence. Tout cela est indicatif de quelque chose connu sous le nom de pensée de groupe, où le désir d'harmonie et de conformité au sein d'un groupe devient plus important que les opinions divergentes individuelles et conduit donc à une prise de décision défectueuse. C'est vraiment intéressant de voir cela se dérouler et pour quiconque là-bas qui regarde et pense que c'est vraiment intéressant, ce sont exactement le genre de principes de gestion de la relation client que j'aime discuter lors de mes hangouts en direct avec mes Patreons. Si vous voulez participer au prochain, consultez patreon.com, rejoignez Mentor Pilote et j'adorerais vous y voir. Quoi qu'il en soit, alors qu'il descendait maintenant, le capitaine a bientôt mentionné que son intention était d'éteindre le moteur à la fin du roulement d'atterrissage et avant de faire pivoter l'avion sur le tourniquet à la fin de la piste. Mais il a plus tard clarifié qu'il baserait sa décision concernant le moment d'éteindre le moteur sur ce que les pompiers lui diraient au sol. Il a également commencé à parler du risque d'incendie si le carburant continuait à fuir sur les freins chauds situés juste derrière le moteur gauche, surtout qu'ils commençaient maintenant à réaliser qu'ils allaient devoir freiner assez fort sans inverser pour s'arrêter sur la piste relativement courte. Il a donc demandé au premier officier de moduler les freins, c'est-à-dire de les pomper doucement pendant l'atterrissage, mais cela n'aiderait évidemment pas, car l'énergie de freinage devrait toujours aller quelque part, et pomper signifierait seulement un freinage plus dur à chaque pompage. Je tiens à souligner une fois de plus ici que si la liste de contrôle avait été exécutée correctement, il n'aurait plus de fuite de carburant car le moteur aurait été arrêté et ils auraient très probablement été déviés vers une piste presque 1000 mètres plus longue où ce problème de freinage n'aurait pas vraiment existé. À 23h, 1h et 14 minutes après le début de la fuite de carburant qui continuait à jaillir du moteur gauche, l'équipage a été autorisé à l'approche RMP pour la piste 23. À ce moment-là, ils ont commencé à ralentir l'avion et à le préparer pour l'atterrissage. Et ils avaient également décidé d'utiliser les volets 3 au lieu des volets complets, juste au cas où le moteur tomberait en panne pendant l'approche et qu'ils devraient effectuer un tour de piste avec un seul moteur. Maintenant, c'était une excellente idée, mais cela aurait été encore mieux s'ils avaient réellement expliqué comment effectuer ce tour de piste avec un seul moteur, puisque si cela arrivait, les choses pourraient vite se compliquer. Et je veux dire vraiment compliqué. Un autre facteur important est que le vol sans volet complètement déployé impliquait une vitesse d'approche plus élevée, nécessitant ainsi une distance d'atterrissage plus longue. Malgré tout, l'avion était presque prêt à atterrir, les listes de contrôle d'approche et d'atterrissage étant terminées. Il a entamé sa descente le long du chemin résonance magnétique protonique. Mais les pilotes ont rapidement remarqué qu'ils avaient du mal à maintenir leur vitesse d'approche à cause d'un vent arrière de 32 nœuds qui les poussait vers l'avant. Ce n'est pas ce qu'ils voulaient en voir, car ils savaient que la piste était assez courte et qu'ils ne pouvaient donc presque pas prendre de vitesse excessive dans le roulis d'atterrissage. Il convient également de souligner ici qu'un calcul ultérieur basé sur leur poids, la température, le réglage des volets et la vitesse montrerait qu'ils avaient besoin d'une distance d'atterrissage de 2501 mètres, soit 91 mètres de plus qu'ils n'en avaient réellement à disposition. Le calcul avait un facteur de sécurité de 1,67 utilisé pour les atterrissages normaux, et ils en auraient certainement besoin. L'Airbus dispose maintenant de plusieurs systèmes de sécurité intelligents intégrés, dont le système d'avertissement et de prévention de dépassement de piste, aussi appelé Runway Overrun Prevention System. Ce système calculera en continu et en temps réel la distance d'atterrissage nécessaire de l'avion et émettra un avertissement s'il estime que cette distance dépasserait la distance d'atterrissage disponible, y compris une marge de 15%.
Dans les airs, cet avertissement serait visuel et oral, signalant une piste trop courte, nécessitant une remise des gaz. Au sol, il indiquerait un freinage et une marche arrière maximaux. Alors qu'il se précipitait maintenant vers cette piste relativement courte, pourquoi ce système ne les avertissait-il pas? Vous vous rappelez du Notice to Airmen sur les travaux de piste dont on a discuté? Ouais. La base de données des avions n'avait aucune idée de ce qui se passait. Donc elle pensait qu'elle avait 400 mètres de plus disponibles que ce qu'ils avaient réellement. Maintenant, le premier officier a bien réussi à maintenir l'avion stabilisé pendant la dernière partie de l'approche, et bientôt le vent arrière est passé de 32 nœuds à moins de 10. Donc à 23h34, l'avion a finalement atterri environ 550 mètres sur la piste avec une vitesse de 150 nœuds, ce qui était environ 8 nœuds au-dessus de la vitesse de référence d'approche. Donc, presque immédiatement, le système ROAROP a commencé à crier freinage max, car il avait maintenant recalculé la distance disponible et a vu qu'elle diminuait rapidement. Le premier officier a déconnecté le frein extérieur et a augmenté progressivement la pression de freinage au maximum. Et cela a provoqué le transfert immédiat de toute l'énorme énergie cinétique de l'avion dans les disques de frein, juste derrière le flux constant de carburant pour réacteurs qui se déversaient sur la piste. L'avion a finalement réussi à ralentir presque jusqu'à l'arrêt juste avant la fin de la piste, et lorsqu'ils se sont arrêtés, la température des freins avait déjà atteint 300 degrés Celsius. Le pilote de secours a maintenant suggéré qu'ils devraient finalement arrêter le moteur gauche, mais le capitaine voulait faire un virage à droite au niveau du tapis de virage et il voulait utiliser le moteur gauche à leur extérieur pour faire cela. Maintenant, les pompiers qui avaient observé l'atterrissage au début n'ont pas vu le flot de carburant qui traînait derrière l'avion. Et quand le capitaine a entendu cela, il a compris qu'il était acceptable d'augmenter la poussée à plus de 40% N40 sur le moteur gauche maintenant imbibé de carburant afin de faciliter le virage. Mais par un miracle, cela n'a toujours pas enflammé le carburant, et les enquêteurs ont plus tard théorisé que la concentration de carburant dans l'air à l'intérieur du moteur était probablement si élevée qu'elle entravait efficacement l'allumage. L'avion a continué à rouler, et une fois le virage terminé, l'équipage a finalement arrêté le moteur gauche qui fuyait. À ce stade, il y avait encore du carburant qui jaillissait par le mât de vidange, et les calculs ultérieurs ont montré que l'avion avait perdu environ 5,3 tonnes de carburant pendant le vol et 400 kg supplémentaires pendant le roulage. Lorsque l'avion a atteint la porte de stationnement, la température des freins avait grimpé à un incroyable 600 degrés, et à cause de cela, l'équipage a attendu avec le débarquement jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'une évacuation ne serait pas nécessaire et que les pompiers étaient en place. Ces pompiers ont également commencé à arroser la zone sous le moteur gauche avec de l'eau, et cela était probablement pour diluer et minimiser le risque que les freins n'enflamment le carburant. Finalement, tous les passagers de l'avion étaient sains et saufs, ce qui était évidemment le plus important. Mais je pense que c'était un brillant exemple de la complexité et du désordre que les choses peuvent devenir si nous, les pilotes, pensons que nous pouvons déjouer nos listes de contrôle. Le rapport final a conclu que la fuite de carburant était due à une connexion de tuyaux mal montée entre le moteur et le pylône. Et à cause de cela, une recommandation a été envoyée à tous les opérateurs de Airbus A330 pour changer cette bride par un nouveau design amélioré dès que possible. Airbus a révisé la liste de contrôle d'évaluation quantitative des risques de fuite de carburant pour souligner le risque d'incendie. Air France a publié un bulletin de sécurité, mis à jour la formation des pilotes, ajouté un exercice de fuite de carburant en simulateur et recommandé aux pilotes de suivre les procédures opérationnelles standards. Mais le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile a tout de même terminé son rapport sur une note très sérieuse à l'attention d'Air France, soulignant que ce n'était pas la première fois qu'il constatait que les pilotes d'Air France ne suivaient pas volontairement les procédures opérationnelles standards et les listes de contrôle. La toute dernière phrase du rapport indiquait que le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile considère donc qu'Air France devrait remettre le respect des procédures au centre de la culture de sécurité de l'entreprise, ce qui est une déclaration assez sévère venant d'une agence nationale de sécurité. J'espère que cette vidéo vous a fasciné. Si c'est le cas, likez et abonnez-vous à la chaîne. Merci. Mais si vous l'avez vraiment aimé et que vous voulez voir ces vidéos avant tout le monde et même influencer le contenu, alors rejoignez mon équipe Patreon en allant sur patreon.com, rejoignez Mentor Pilote.
J'adorerais vous voir à ma prochaine réunion Zoom. Et en fait, je viens de terminer une réunion de 2h30 hier soir, qui était vraiment, vraiment géniale. Maintenant, regardez ces vidéos ensuite et passez une journée absolument fantastique.